formation du gouvernement. On a vécu à de cela quelques jours une affaire assez rocambolesque. Le ministre de la Communication a fait une sortie relative indiquant justement que le document qui s'est retrouvé à la radio nationale n'a pas été signé par qui de droit, mais on observe justement qu'il y a levé de bouclier, grosse bataille autour de ce fauteuil qui n'est toujours pas pourvu jusqu'à présent. Sous les Odoyolo, vous avez lu le communiqué du ministre de la Communication au sujet de cette affaire. Est-ce que le débat est clos sur vrai faux décret? Le débat ne peut pas être clos parce que il y a beaucoup de choses autour de cela. Tantôt c'est une vraie fausse signature, tantôt c'est des documents, les noms ne sont pas ceci, mais vous savez, ce qui m'embête, c'est que une fois là, comme celle-là s'est passé, mais le plénipotentiaire, n'est-ce pas, du pouvoir est toujours en long court séjour. C'est ça qui m'embête. Est-ce qu'il y a un long court séjour? Mais un court séjour qui devient long. Qui devient long. Mais là, ça dépend de ce que vous construisez. Mettez dans court ou long. Envie de porter la balle. Parce que voyez-vous, c'est pour ça que j'ai dit que les Camerounais, c'est très compliqué. Tenez, si vous voulez, je voudrais respirer un peu pour faire une digression, parce que je peux oublier le rôle important joué par le PDG M20, n'est-ce pas, dans ma révolte silencieuse. Vraiment, je voudrais cela pour dire merci. Je l'ai vu au four et au moulin lors de l'événement. Mieux encore, c'est que j'ai rarement compris, lui, là où il trouve, n'est-ce pas, cette humilité, cette dose d'humilité, de compréhension. Est-ce que vous savez, quand je venais ici, j'ai trouvé une grosse foule de stagiaires. Je me demande comment ces stagiaires font pour choisir Info TV, alors qu'il y a d'autres structures. Et il faut féliciter cela parce que un groupe de médias avec un promoteur comme M20, qui donne autant, n'est-ce pas, de place aux jeunes. La preuve, c'est que le personnel Info TV est essentiellement jeune. Pourquoi il ne bénéficie pas de l'accompagnement de l'État? Pourquoi l'État qui laisse se créer des instituts de formation dans les métiers de journalisme et de communication, l'État qui a les STIC, l'État qui a le centre de Kounou, tout ce monde-là se retrouve ici pour, n'est-ce pas, des stages de formation. Il faut que cela s'accompagne des moyens pour que ce monsieur puisse continuer à faire ce qu'il a à faire. D'accord. Maintenant, quand je dis cela, je voudrais dire que le problème que nous avons, c'est que, quand je vais encore dire, le problème, le président Biya n'a plus d'adversaire. Il peut rester aussi longtemps qu'il veut. Il a verrouillé son système, je crois que Valère le disait la dernière fois. Il s'en fout. Parce que vous ne pouvez pas expliquer que quelqu'un, on est passé à côté d'un coup d'État. Mais la première chose pour un président de la République, c'est de revenir rapidement au pays. Parce que, surtout qu'il y a eu des soupçons de ce qu'il y a des gens proches, ou alors des plus proches collaborateurs, ou qui ont voulu le renverser, qui ont voulu faire son gouvernement à sa place, puis se tient italien. Et c'est pour ça que j'ai dit la dernière fois que ces gens m'avaient libéré, mais on a refusé de lire. Vous comprenez? Parce que c'est à cela que je dis, M. Jean-Jacques Zé, mais le climat est malsain. Nous vivons un climat malsain, un climat de suspicion, un climat qui, n'est-ce pas, appelle aussi à un certain nombre de commentaires, et ça donne de la nourriture aux flingueurs. Parce que de plus en plus dans cette histoire, je suis sûr que vous allez poser la question, c'est que le président de la République a annoncé un nouveau gouvernement. Il est où? Le président de la République a réuni le Parlement en congrès pendant toute une semaine sainte pour créer le vice-président.
il est où? Et du coup, ça laisse quoi? Ça laisse quoi aux Camerounais? C'est-à-dire, les Camerounais piaffent de patience. Oui. Ils s'auto-atomisent. J'ai parlé d'un délit d'initié. Aujourd'hui, on vous dit Franck Biya ne peut pas être vice-président parce que son père a été président. Plusieurs fois, on a dit que Mathias Ounangini, son père est ceci ou cela. On a dit même à... Donc, il y a le délit génétique. Le délit génétique est de plus en plus, n'est-ce pas, ventilé partout. J'ai un exemple qui m'a été soumis. Les gens sont venus me voir pour dire que ça chauffe à l'Assemblée nationale. Que Dato a nommé sa fille chargée des missions. Et que, normalement, il ne devait pas le faire. Naturellement, ceux qui sont venus m'approcher savent que j'ai le macabre de Dato. Parce que plusieurs fois, j'ai estimé que ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas normal qu'il nomme un directeur de cabinet qui était à la retraite. Alors, sachant que je venais ici, ils ont voulu me piéger. Mais Jean-Jacques Zeu, c'est un spécialiste de l'enquête journalistique, je suis allé aux sources. Je me suis rendu compte que ceux qui sont venus me voir étaient dans des sales draps. Parce qu'il y a eu une commission de rationalisation et d'assainissement des personnels qui a fait que sur les 80 chargés de mission qui existaient, on en a réduit, on est revenu à 29. Sur les 29 conseillers techniques, on est revenu à, je crois, à 11. Du coup, parce que le problème c'est quoi aujourd'hui, c'est que les Camerounais s'intéressent beaucoup plus à l'accessoire. Ils mettent de côté l'essentiel. Et quand j'ai enquêté sur cette dame, qui s'appelle, je crois, Marlène Datou, on m'a dit qu'elle était déjà là-bas sous-directeur, nommé par Cavaille. Et que la fonction de chargé de mission, c'est juste une marche, n'est-ce pas, dans l'avancement des escaliers, et qu'elle a une maîtrise en sciences politiques. Du coup, je me suis rendu compte que Jean-Jacques Zé, si on ne fait pas attention, le délit génétique nous laisse croire que si vous portez le patronyme de quelqu'un, donc vous ne pouvez pas être intelligent pour mériter, n'est-ce pas, de grandir dans certains postes de responsabilité. Donc faisons très attention. D'accord, on ajoute également cela. Vous dites que c'est malsain. Elimbi Loba dit que le climat est pourri totalement. Oui. Sur cette affaire, on parle de la sortie du ministre de la Communication au sujet de ce vrai-faux décret. Il dit qu'il n'en est rien du tout. Personne ne l'a d'ailleurs signé, en tout cas, qui le doit ne l'a pas signé. Il nous rappelle dans ce communiqué les procédures d'usage pour qu'un texte qui part d'un membre du gouvernement ou surtout la présidence de la République arrive à être publié et que l'individu en question est en exploitation, même s'il n'y a pas de précision sur le nom ou le lieu d'exploitation de cet individu-là. Mais on observe justement qu'il y a une grosse bataille autour. Sur la question de Libye Lobé, ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que directement on voit des batailles et cette danse autour d'un fauteuil qui n'est pas pourvu jusqu'à présent? Je vois quelque chose qui ressemble à de la folie. Qui est fou dans cette affaire. Et je serais un peu à l'opposé de Soulé qui dit que le chef de l'État a risqué un coup d'État. Non, il pense qu'il n'a pas risqué un coup d'État. S'il avait risqué un coup d'État, il ne se serait pas comporté comme ça. Pourquoi il ne risque pas un coup d'État? Parce qu'il sait que une telle chose, si jamais elle a lieu, elle n'est que vouée à l'échec. C'est la première fois au monde, et ça montre le niveau de pourrissement, que dans un pays, on apprend que quelqu'un a falsifié et a fabriqué un faux décret. Qu'il a eu la prétention d'aller le lire dans une télévision publique où on a des canons de fonctionnement. En réalité, j'aurais été à la place de Biya, je me serais comporté exactement de la même manière en trouvant que, mais il est fou ce type.
Mais tout en tirant les leçons du niveau de pourrissement. Parce que je ne comprends pas comment on est arrivé à une situation où quelqu'un s'assoit chez lui, il fabrique un décret. Un décret, il y a tellement, c'est toi qui es dans la haute administration, il y a tellement de choses, les codes, les numéros qui le classifient, qui font en sorte qu'il soit répertorié. Je crois que tout le chapeau qu'il y a là au-dessus, etc., etc. Bon, les visas et tout. Il y a quand même un ensemble, un canevas dans lequel le décret sort. Comment un homme normal, ce monsieur qui est parti lire à la CRTV, qui est parti donner ça à la CRTV pour qu'on lise, comment pouvait-il imaginer que ça va arriver à la CRTV, ça va être réceptionné, ça va être lu? Comment pouvait-il imaginer cela? Est-ce que vous ne lisez pas l'affaire au premier degré? Je ne veux même pas lire ça à un autre degré, parce que c'est un acte de folie. Pour qu'un décret du président de la République soit lu à la CRTV, il y a bien une route par laquelle ce décret doit passer. Ça, c'est dans un pays normal. Oui, c'est dans un pays normal. Je suis d'accord avec toi. Il est si anormal que quelqu'un peut rester à la maison, croire que la route est perturbée. Il a donc vu que la route n'est pas perturbée. Mais là où le désordre règne, c'est d'abord dans la tête de ce monsieur. Comment ce monsieur peut imaginer que il va fabriquer un décret, il va imiter les cachets, il va tout faire, et puis il va marcher avec tout ça, il va arriver à la CRTV par une route, parce que lui n'est pas dans la route. Lui, ce monsieur, il n'est pas dans la route qui amène les décrets. Mais la question est là, qu'est-ce qui est encore dans la bonne route? C'est non, même si la route... Vous avez compté vous-même des documents. Même si la route est perturbée, comment? Oui. Lui, il n'est pas dans la route. Ça veut dire qu'il devait se dire que quand je vais donner ce décret à Charles Ndongo, Charles Ndongo va quand même se dire les décrets du président n'arrivent pas par ce monsieur-ci. Donc, on reste au premier degré. On permet à Valère de réagir parce que j'ai beaucoup suivi sur cette question-là. Je termine légèrement pour dire que tout à l'heure, j'ai voulu faire cette digression, je reviens là-dessus. Valère nous enseigne dans sa réflexion la responsabilité de l'État quand ses agents posent un certain nombre de choses, font des actes qui sont des actes dans l'accomplissement des missions de l'État. Et on nous enseigne que dans l'accomplissement des missions de l'État, les actes peuvent être individuels. Je veux appeler le patron de la gendarmerie de ce pays et le patron de la police, Pamba Gangeli. Regardez ce qui se passe à Douala avec les interventions de complaisance. Regardez ce qui se passe à Douala. On leur dit collège des travailleurs. Où des gens apparaissent, ils disent qu'ils sont propriétaires d'intérêts. Ils n'ont aucune décision de justice pour expulser les occupants de ces terrains. Mais ils obtiennent que les commissariats de police convoquent des gens, les gens arrivent, on les arrête, on les envoie à Newbell, on leur demande de signer qu'ils vont quitter. S'ils ne signent pas, on les arrête. Ce type d'intervention, Valère, explique-moi un peu comment tu vois ça. Les interventions de complaisance de cette nature que les commissaires de police font, que le procureur, parce que je ne comprends pas comment on me convoque dans un commissariat de police et je me retrouve à Newbell. La route pour arriver à Newbell, c'est que... Merci pour la préoccupation. Ces gens-là, ils sont dans quelle position? D'accord. C'est l'État qui est en cause, ou bien ce sont des zélés qui instrumentalisent l'État, qui profitent peut-être de l'ignorance de leurs des abus. Le policier a parlé également d'abus tout à l'heure. Merci Valère à la parole, qui a certainement suivi la sortie du ministre de la Communication sur l'affaire que vous évoquiez déjà ici sur ce plateau il y a de cela quelques jours. Est-ce qu'on a avancé avec la sortie du ministre de la Communication?
On n'a pas le nom de l'individu forcément, on n'a pas le nom du commissariat ou de la brigade. Vous posez déjà la question ici. Et on a un communiqué qui commence en disant qu'au courant du mois juin 2026, sans précision. Non, je voulais d'abord qu'il faut savoir qui parle. C'est le ministre qui parle, le ministre de la Communication. Porte-parole du gouvernement. Non, il n'est pas porte-parole, je le répète. C'est ce que moi je dis. Oui, j'ai toujours ce combat avec eux, parce qu'on vient de parler des textes. Quand le texte dit que c'est ça votre titre, c'est votre titre, il n'est pas porte-parole. Depuis 2011, le dernier porte-parole, je crois que c'était Mokoko, je peux me tromper. Quand on écrit ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, c'est dans le décret portant organisation du gouvernement. Bref, ce n'est pas ça le débat. Non, mais c'est ce que vous je voulais dire que c'est qui parle, c'est le ministre de la Communication, son nom est connu. Alors, le communiqué, moi je le prends trivialement, hein, c'est-à-dire il vient juste protéger les institutions, c'est-à-dire l'institution suprême, en la dédouanant de cette mascarade, c'est tout. C'est ça son message en fait, au fond, de dire qu'en fait, cette affaire-là, le patron, son patron ne la connaît pas. Terminé, cherchez ailleurs. C'est tout. Et rien qu'à travers ce résumé que je viens de faire, on peut déjà comprendre qu'en fait, le décret, il existe, puisque le ministre n'a pas dit que ce décret-là est faux. Il dit que le décret ne vient pas de la personne qui devrait normalement le signer. Et du d'apparence. D'apparence. Et la signature du chef de l'État. Oui, il dédouane dans son patron. D'un. De deux, c'est que qui parle encore, c'est toujours le ministre. Dans l'histoire du Cameroun, c'est un monsieur qui est connu comme avoir traversé les deux grands moments de l'histoire. C'est-à-dire en 82, 81, 82. Il a accompagné Aïdjo jusqu'au Sénégal, on l'a ramené. Lui, il était encore jeune diplomate. Et j'ai comme l'impression qu'il va encore jouer son rôle de croque-mort. C'est-à-dire qu'il va encore accompagner Paul Biya à la sortie et rester encore avec le prochain. Parce que quand vous voyez quand vous voyez sa position comme ministre de la Communication, il ne prend aucune position. Aucune position. On a parlé d'une autre affaire où il a signé le communiqué avant ça. C'était l'affaire de la maladie du président. Et bon, voilà, le communiqué était tellement ambigu. On ne savait même pas ce qu'il voulait dire. Pourtant, Jeune Afrique avait posé un problème clair. Mais là, on parlait du problème de la signature. Il dit d'apparence. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc, il est ambigu lui-même. C'est-à-dire que pour un ministre de la Communication, on a quand même vu son prédécesseur qui prenait des positions tranchées. Quand il vous dit quelque chose, le message est tranché. Le message est tranché. C'est-à-dire que quand il prenait la parole comme ministre de la Communication, le message est clair et tranché. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire que s'il dit qu'il défend le mal, il défend le mal. Ah oui, mais s'il dit qu'il défend le bien, il défend le bien. Vous voyez? Et on savait que lui, vraiment, quand il défend le gouvernement, c'est le gouvernement qu'il est en train de défendre, c'est Paul Biya qui est en train de défendre. Mais là, on n'a pas l'impression que ce monsieur, il défend le gouvernement et il défend même son patron. Ça, je voulais d'abord parler de ces éléments-là, pour qu'on se comprenne. Maintenant, évoluons dans cette affaire de décret. Moi, je ne veux plus revenir sur les éléments qu'on avait déjà traités, moi personnellement. Tout le monde peut se les supposer, chacun analyse à sa façon. L'enfant là, cet enfant, vous avez son pedigree depuis que nous parlons de cette affaire, depuis le mois de juin? C'est-à-dire pedigree, c'est-à-dire que vous savez d'où il vient, sa famille, où elle habite, son père, sa mère, est-ce qu'il est dans un quartier de Yaoundé, Douala. Bon, j'ai appris quand même un petit élément. Il doit avoir fait une école de mine qui a censuré. Il serait cadre contractuel. Bon, on ne sait pas où. Vous voyez. Voilà. Est-ce qu'un élément, c'est-à-dire d'individualité de cet enfant-là, à part cet élément que je viens de citer, a fuité? Vous voyez que l'information est sagement, savamment, secrètement gardée sur le bonhomme. Donc, posez-vous donc la question, comment, si c'était donc un acte individuel d'un enfant qui est parti du quartier en se disant, je veux faire le buzz, il faut qu'on me voie, il faut qu'on me voie. Vous voyez, on l'aurait exposé depuis. Vous dites que mais voilà, c'est un petit bandit, on l'a dit envoyé un bel en attendant qu'on le juge et tout ça, on voit souvent ça tous les jours. Le faux usage de faux et tout, voilà, c'est parti. Ça ne change pas que ce soit pour lui un acte de folie. Non, je n'enlève pas cela. Moi, je suis sur un élément de fond pour savoir pourquoi tout reste secret sur lui. Surtout que le communiqué ne reçoit à quel moment le nom. Oui. On dit pas de l'individu en question. On a traversé le communiqué. Je dis donc pourquoi tout reste secret sur cet enfant. Vous comprenez? Pourquoi tout reste secret? Parce que les méthodes de travail dans les services secrets et surtout dans ce genre de situation qui concerne l'État, non seulement on le garde au secret, mais on travaille très rapidement son environnement. C'est-à-dire que sa famille,
Il a certainement un parent, un père, une mère, etc. On a travaillé, tout le monde allait, on va, c'est tout. Personne ne va broncher. Personne. Vous comprenez? Parce que si c'était une affaire d'injustice ou de ceci, ce n'était pas lui qui était allé là-bas, ainsi de suite. Même le frère aurait déjà dit vraiment, nous demandons pardon pour lui, ainsi de suite. Vous connaissez comment ça fonctionne. Là où les réseaux sociaux, ça aurait déjà pris le feu partout. Ça, je sors sur les mains. Restez encore sur l'enfant. Moi, je vais rester sur l'enfant. Hein. Alors, un cadre contractuel, sorti d'une école de mine, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un avenir quand même. Même comme le pays est bloqué. Quel est le risque qu'il avait à prendre à aller poser un acte comme celui-là qui va griller sa vie à tout jamais? Un enfant ne peut poser un acte comme ça que s'il a eu des garanties. Il était contracteur d'administration, ça veut dire qu'il avait un petit pécule à la fin du mois qui lui permettait au moins peut-être de subvenir aux besoins de sa petite mère ou de son père ou de ses frères, je n'en sais rien. Vous comprenez? Donc il n'a pas un intérêt particulier à poser un acte de folie comme ça, comme le disait Tété tout à l'heure. Vous comprenez? Donc il a eu toutes les garanties pour lui dire fais-le. Mais c'est encore une folie de croire à ces garanties. Donc protégez. Vous comprenez ce que je dis? Non, quand on dit garantie, faites attention. Si vous dites cadre d'administration, parce que Tété lui dit c'est une folie. Un enfant, cadre d'administration, je ne sais pas dans quelle structure il travaille. Je suppose que c'est même le privé. Pas le privé, je veux dire le parapublic. Le parapublic, c'est-à-dire qu'il paye mieux que la fonction publique. Salaire peut-être de 300 à 400 000 francs, disons ça comme ça. Vous pensez que si on vous donne 10 millions de francs, ça dit votre salaire sur combien? 3 ans. Et on vous dit, bon voilà, va faire ça. Mais l'enfant, il va le faire. Et surtout quand les gens qui lui proposent ce genre de deal-là, lui disent non, tu seras protégé, tu ne perdras pas ton emploi, ton salaire continue à couler, et ainsi de suite. Et même peut-être qu'après ça, tu auras la promotion. D'accord. Il s'arrête. Il m'explique des choses importantes. Cet enfant intelligent, diplômé, on le connaît véritablement pas. Il a fait mine. Quand tu fais mine, tu as une certaine capacité intellectuelle. Fonctionnaire peut-être, etc. Il a un petit salaire, 300 000 et tout. On lui donne 10 millions. Je suppose. Oui, c'est une supposition. On lui donne 10 millions. Prends ce décret. Tu n'es pas le porteur des décrets. Amène-le. Parce que son intelligence ne peut pas lui dire qu'il n'y parviendra pas. Peut-être que c'est une question d'objectif. Est-ce que l'objectif était de lire? Merci Valérie. Je vais sortir. Je vais sortir. Oui. Mais parmi les garanties, la personne qui vous confie le travail est d'abord une garantie en elle-même. Mais voilà, vous êtes là. Si un ministre vous appelle et vous dit va le faire, tout le chemin est balisé, vous quoi là-dedans de savoir si on lira ou on lira pas, puisque le monsieur qui est déjà une garantie. C'est ça la Je sors en disant que non, parler des chemins du décret, c'est justement un autre moyen de voir effectivement que cette affaire-là était un coup d'État. C'est-à-dire que si les gens savent que ce qu'ils s'apprêtent à faire est mauvais, n'est pas réglementaire, ils ne vont pas employer le chemin normal, puisqu'on sait que c'est un gars de la DSP qui doit accompagner le porteur, ainsi de suite, avec dans des voitures appropriées. Il doit aller, on remet l'enveloppe en plein journal, et on attend la lecture, on reprend l'enveloppe, on repart avec. Mais attendez, vous n'allez pas faire quelque chose de pareil et appeler encore le même canal qui va vous dénoncer à la première minute. L'essentiel, les faits attendus étaient que ça passe au poste national. La preuve, c'est que les putschistes en 84, et comme d'ailleurs partout dans le monde, quand le communiqué est passé déjà, c'est-à-dire un putschiste, on a ouvert l'écran, on a vu un putschiste et dit que le pouvoir a été pris par nous, c'est terminé. C'est-à-dire, dans l'imagerie populaire, c'est que l'homme est tombé, l'homme qui est là est tombé, et puis ça change les données. Donc si le discours, le décret était lu, les faits allaient être celui qu'un coup d'État normal aurait créé. C'est-à-dire que Biya a déjà nommé son vice-président. Et maintenant, Kopo lui a sorti donc de Suisse pour venir dire ce n'est pas moi, ça allait être une autre. Alors sur le canal, le ministre insiste sur les procédures, tout en rappelant dans l'histoire qu'en 83, le président Biya avait fait déposer un acte de nomination en utilisant sa sœur et le décret était manuscrit pour dire que ce n'est pas toujours le même canal qui est suivi, mais le communiqué ne nous a pas suffisamment fait avancer. En tout cas, c'est l'opinion qui s'est développée, un professeur. Merci de me donner la parole. Cette affaire est un produit typique d'apprenti sorcier. Il faut reprendre ça. Les apprentis sorciers existent encore. Cette affaire est un produit typique d'apprenti sorcier. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens dans les espaces d'influence et de pouvoir qui sont habitués à faire de la spéculation.
et de temps en temps, qui pensent que cet esprit de spéculation, ça peut passer partout. Il ne faut pas oublier ce que c'est que l'État du Cameroun et d'où il vient. L'État du Cameroun est le fils d'un État qui s'appelle l'État allemand de facture prussienne. Ce sont les Allemands qui ont créé l'esprit de ce qui va devenir l'État du Cameroun. Et l'État prussien, c'est ce qu'on appelle en théorie politique un Beamtenstaat, c'est-à-dire un État de fonctionnaires. Ce sont des apprentis sorciers. Pourquoi? Parce que ils pensaient que il suffirait de lire ce vrai faux décret pour que immédiatement les effets s'enchaînent. Comme disait M. Elimbi, c'est de la folie. Et c'est le produit de gens qui n'ont pas fait leur classe. Même si par ailleurs ils pouvaient être à l'école. Ça n'avait évidemment aucune chance de marcher. Si le vrai faux décret avait même été lu, ça aurait été le malheur de toute la chaîne de la CRTV. Les gens auraient été impliqués dans une histoire qu'ils ne connaissent même pas. Mais ces gens ne sont pas non plus fous. Ils ont des routines, ils ont des procédures dans leur travail. Quand il y a ce genre d'affaires, il y a une mécanique, ce que M. Elimbi appelait un canevas, qui se déploie. Pourquoi, en l'occurrence, pour quelque chose d'aussi important, cette mécanique-là n'aurait pas été ce qu'elle a toujours été? C'est-à-dire en termes de protocole, en termes de formalité, en termes de dispositifs sécuritaires. C'est une affaire donc qui a donc plusieurs volets. Et là, un volet stratégique où on voit également que ce sont des gens qui sont des fous. Pourquoi? Vous pensez qu'on peut lire un texte d'une telle importance en l'absence du président Paul Biya dans le pays? Le président Paul Biya n'est même pas là. Vous allez lire un texte comme ça. Mais il va nécessairement se prêter à des contestations furieuses. Parce que, contrairement à ce que certains croient, le vice-président n'est pas n'importe quel assistant. C'est un assistant du président qui, dans des conditions précises, celle de la vacance de pouvoir, reprend le mandat du président. Donc c'est quelque chose qui est important, quitte à ce que, tant que le président est là, qu'il le mette un peu sous du verre pour le tenir. Donc vous pensez qu'on peut lire ça, le président n'est pas là? C'est pas possible. Ensuite, et vous allez comprendre, ce n'est qu'une mule, ce monsieur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on utilise. Et pour faire ce genre de choses, on ne fait pas ça n'importe comment. On fait de la suggestion psychologique, monsieur. On peut l'inoptiser pour qu'il aille faire ce qu'il est allé faire. Quels sont les types de structures qui font ces opérations? Ce sont des structures de manipulation des esprits. On vous met dans la tête que voilà la mission que vous devez aller faire. On fait ça par la suggestion, par l'hypnose. Et vous allez le faire, sans même vous rendre compte de ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, recherchez, si vous avez un peu de jugeote, quel type d'institutions peuvent utiliser de telles techniques. Bon, maintenant sur la réponse du ministre de la Communication. Il y a d'abord une affaire de sensibilité. Tout le monde dit que c'est un coup d'État. Mais le ministre de la Communication, sans avoir reçu un certain nombre d'orientations et d'instructions sur la manière de parler, ne va pas non plus s'engager en jouant le zélé, sauf s'il est fou. Lui aussi. Il va dire le strict minimum, tant que sa hiérarchie ne lui a pas dit dans quel sens, sur le terrain de la communication,
cette affaire doit être gérée. Or, à l'analyse, c'est une affaire très sensible. Donc, l'un des ressorts que l'État peut utiliser pour faire baisser l'affaire, c'est d'abord de commencer à la dédramatiser. C'est-à-dire que même si on va l'attaquer, on ne va pas l'attaquer de manière à montrer que c'est trop grave. Parce que si on montre que c'est trop grave, ça veut dire qu'on montre aussi que l'État est vulnérable. Donc, il faut gérer ça dans le temps. On peut donc commencer par une communication qui tient compte aussi des pressions. Contrairement à ce que les gens croient, le Cameroun change. Le Cameroun de 2026, ce n'est pas le Cameroun de 2000 ou de 1960. Il y a la pression de l'opinion publique. C'est pour ça que le ministre de la Communication devait parler. Comme une affaire qui est aussi grave. Pourquoi au sommet de l'État, on n'en dit rien? Maintenant, d'autres aspects vont être gérés dans le temps. D'accord. Il y a l'aspect, je finis rapidement, l'aspect sécuritaire qui va être géré dans le temps, et l'aspect institutionnel qui va être géré dans le temps, et l'aspect politique qui va répondre aux apprentis sorciers qui seront sévèrement sanctionnés. D'accord. Polycarpe, sur cette affaire de Mincom fait sa sortie 18 jours après le fait évoqué, peut-être un peu trop prudent dans sa sortie quand même. Oui. Jean-Jacques, qui suis-je pour parler après le ministre de la Communication? Tout a été dit. Vous parlez après d'autres personnalités. Bon. Non, non. Je ne tremble pas, c'est juste que c'est... Ça veut dire que vous n'avez rien à dire qui puisse accompagner ce qu'il a fait. Non, non. Dans le fond, vous n'êtes pas d'accord. Le ministre si vous allez dans son sens, ça allait sortir, comme on dit, très facilement. A été très explicite. Ah, d'accord. A été très explicite. Cependant, soulevez me couper. Non, non, non. Parce qu'il ne fait que lever le doigt. Il ne fait que lever le doigt. Non, non, j'ai à dire, mais je prends avec beaucoup de prudence. Parce que l'affaire est certainement pendante en justice. Enfin, l'affaire, le génome en question. Vous avez parlé à fond d'une affaire qui est pendante en justice. Parce que celle-là, j'ai la vie. Mais celle-ci, je pense que ça ne tardera pas à ce que la gendarmerie, bref, le service d'enquête dédié à cet effet, puisse dire au peuple camerounais de quoi il est question. Et à partir de là, le même ministre de la Communication reviendra pour... On est d'accord que cette affaire-là, vous préférez garder votre position de recul, de ne pas... D'accord. Ça brûle. Allons découvrir le fait de la semaine qui prend la forme de l'homme de la semaine cette semaine. C'est Cyril Edou Allo qui a été fait commandeur de l'ordre national de la valeur par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Il est directeur général du budget. Il a reçu cette distinction des mains du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty à Saumon. Au nom du chef de l'État, c'était le 1er juillet 2026, en présence de plusieurs personnalités et invités. Allons vivre cet événement que raconte Karine Okomo. Voici l'homme fait commandeur de l'Ordre national de la valeur par le président de la République Paul Biya.